Merci à tous de nous avoir rejoints. On va démarrer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est un atelier en fait, qui va nous permettre de comprendre comment on peut limiter la pollution des sols en milieu urbain en associant nature et technologie, notamment à travers des modules qui combinent pré-traitement par les plantes et d'infiltration à la source. Donc, on va parler de tout ça pendant 30 minutes avec donc, Christophe Émorine, qui est directeur développement chez Frankish France, et Benoît Vigne, qui est paysagiste concepteur à l'agglomération d'Épernay. Et on se gardera ensuite, si on a le temps, 15 minutes pour des questions éventuelles. Alors, si vous pouvez tous couper vos micros, qu'on n'entende pas trop de bruit parasite. Donc, je disais que Christophe Émorine va nous parler un petit peu des différentes solutions de gestion intégrée des eaux pluviales que propose Frankish en fonction des différentes configuration de site et qu'il nous parlera plus précisément des solutions combinées pour eau de ruissellement. Et c'est cette solution que Benoît Vigne a mis en œuvre dans l'agglomération d'Épernay. Donc, je vais le laisser peut-être, je vais te laisser, Benoît, donc, je rappelle, tu es paysagiste concepteur et tu as été l'un des principaux acteurs de ce projet à Épernay. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse du projet, pourquoi l'agglomération d'Épernay a opté pour cette solution et quelles ont un peu été les grandes étapes de ce projet? Merci Florence. Est-ce que tu peux dérouler Oui. la présentation? Bonjour, je travaille depuis 15 ans sur le territoire de l'agglomération d'Épernay, capitale du Champagne. Ce paysage viticole, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est aussi en mouvement depuis bien plus longtemps sur la question des eaux pluviales, car le chemin entre la goutte d'eau qui tombe sur le coteau et la rivière est très court. Donc les conséquences des choix d'aménagement du bassin versant sont bien visibles. Dans mon exercice de paysagiste, j'ai fait plusieurs constats. Certaines collectivités ne souhaitent pas d'ouvrage enterré de gestion des eaux pluviales, par peur des contraintes de gestion liées au colmatage. Il y a une tendance actuelle qui est de mettre plus de végétal, de biodiversité, un retour vers la nature et une meilleure prise en compte du cadre de vie et du paysage. Face aux effets du changement climatique, les villes cherchent des solutions et se tournent notamment vers le végétal comme solution à de nombreuses problématiques, soit sous forme d'îlots de fraîcheur ou d'aménagement paysager de gestion des eaux pluviales. Ces questions environnementales semblent faire partie des priorités des collectivités et des entreprises. Depuis 2007, dans tous les aménagements, ZAC, lotissements, parkings, voiries, parcs et jardins, la question des eaux pluviales est intégrée dès la première étape de conception. La question se pose à chaque fois. Il n'y a pas toujours des réponses, mais la question se pose à chaque démarrage d'opération. Vous voyez sur les photos différentes réponses spécifiques au site et aux contraintes de chaque lieu. La combinaison végétation, stockage, infiltration s'appuie sur le paysagiste qui est force de proposition à toutes les échelles dans une équipe pluridisciplinaire. Les espaces les plus contraignants, par manque de surface pour gérer les eaux alternativement, sont les rues existantes en ville ou dans les bourgs. Là où justement les montées en température sont les plus importantes. C'est là où moi, en tant que maître d'œuvre, je rencontre le plus de difficultés pour gérer les eaux pluviales. Et de plus, à cela s'ajoute, à cette difficulté, la première demande des élus, qui est bien souvent de planter des arbres au milieu de surfaces imperméables, mais la question de leur donner de la terre et de l'eau n'est pas souvent posée. L'eau passe souvent à côté des racines. Des paysagistes de l'Aube, donc à proximité de la Marne, ont mis en œuvre dans un centre commercial un mécanisme qui nous a inspirés. C'est ce que vous voyez à l'écran. Le principe est assez simple, c'est des petits bassins de décantation avec des plantes macrophytes. Donc là, ici, c'est des iris, et qui sont situés au plus proche du stationnement, de là où la goutte d'eau tombe. Ensuite,
suite à cette décantation, l'eau par surverse sort des bassins et va dans des noues engazonnés dans lesquels il y a un mécanisme de filtration avec la terre, avec le sol. Puis, on passe au stockage et à l'infiltration, donc le stockage en aérien avec un bassin paysager. Et pour gérer in fine toutes les eaux de ce grand centre commercial, il y a en souterrain des caissons rigophiles de Franck Quicheux. Donc ça, à l'échelle d'une grande zone commerciale, on arrive à enchaîner la décantation, la filtration, le stockage, l'infiltration naturelle, puis l'utilisation de la technique quand l'urbanisme contraint les surfaces de stockage et d'infiltration. Donc, c'est à ce moment-là que les caissons rigophiles ont été utilisés. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce mécanisme, oui, slide suivante, c'est une bonne idée, qu'on voit ici, c'est-à-dire que l'eau rentre dans des bassins étanches dans lesquels poussent les plantes. Donc, les plantes ont toujours de l'eau, on n'a pas de problème. Et les plantes qu'on utilise sont des plantes de marais qui savent gérer les stress hydriques mieux que nos plantes classiques. Et les eaux rentrent dans les stockages de bleu, en bleu que vous voyez. Donc, c'est un gros volume. Donc, sur Big Green, les paysagistes ont utilisé des chaussettes drainantes sous les noues. Et ces chaussettes drainantes ont un drain en surverse qui permet de renvoyer vers le bassin aérien, puis les caissons enterrés. L'abattement, Florence, je veux bien que vous reveniez sur l'image précédente. Ouais. L'abattement, il est intéressant sur les matières en suspension. Donc, ce mécanisme-là ne dépollue pas. Les plantes n'ont jamais dépollué les eaux. Et en tout cas, j'ai pas, dans les littératures françaises et anglo-saxonnes, je n'ai pas trouvé de démonstration aujourd'hui sur différents sujets. Les plantes ne sont pas forcément efficaces. Par contre, ce mécanisme, en utilisant des plantes, on réduit les matières en suspension, on réduit la demande chimique en oxygène, on abat la présence d'hydrocarbures qui est renvoyée à la nappe et on a une baisse en teneur des métaux lourds. Donc, on est vraiment dans un principe de contenir la pollution récurrente. La recherche que nous présentons a vocation à trouver des petites places à côté du fil d'eau pour décanter et filtrer le début de pluie dont les eaux sont les plus chargées en fines, en hydrocarbures, en flottant. La combinaison avec les produits rigophiles de stockage et d'infiltration permet sur une surface d'1,60 m par 80 cm d'agir sur la qualité de l'eau. En fonction de la capacité d'infiltration des sols, le réseau existant, je parle bien du réseau existant, quand on est en ville, le réseau existant d'eau pluviale servira en milieu ou en fin de pluie avec des eaux bien plus propres, car c'est bien les premières minutes de pluie qui nettoient la route. Donc, le principe du micromobile de décantation-filtration est d'être au plus proche de la goutte d'eau. Donc, moi, mon exercice en tant que paysagiste, de faire des noues dans des lotissements, de réaliser des bassins dans des zones d'activité. Quand il y a de l'espace en phase conception, on a les outils qui permettent d'avancer. La grosse difficulté est vraiment bien dans la ville, en milieu urbain, d'avoir des options où on n'est pas uniquement soit en stockage, soit en infiltration sans outils en aérien. Cette solution compacte, pourquoi, pour qui, avec qui? Alors pourquoi, vous l'aurez compris, le but c'est d'éviter et réduire le renvoi d'eau chargée aux rivières et à la nappe. Il y a aussi un autre aspect qui est de montrer et assumer la pollution là où elle est générée, c'est-à-dire que ce qu'on voyait dans la plénière, le jeu de l'entonnoir qui nettoie tout et qui renvoie à l'océan, ben, on essaye d'assumer sa propre pollution et donc ça permet de voir nos propres eaux. Et le troisième aspect, c'est de végétaliser et de faire respirer nos villes à bout de souffle de la minéralisation. Alors, pour qui?
La question qui se pose souvent, c'est est-ce que c'est pour les agglos ou pour les communes qui portent ce type d'investissement? Alors, c'est bien une question de compétence, mais qu'il faut vraiment bien clarifier dès le début du projet de requalification sur la question de qui investit et qui entretient. La végétalisation de communes, il y a deux aspects. En fait, soit c'est la végétalisation de la commune qui prédomine, ou la réduction d'investissement sur l'infrastructure de gestion des eaux pluviales, ou le troisième aspect, c'est l'amélioration des eaux. Donc, en fait, vous voyez bien que ce sujet est complètement transversal. Le bon sens agricole doit prévaloir, mais il doit s'écrire. En tant que collectivité, aujourd'hui, sur ces sujets, on ne peut plus se taper dans la main au vu des échelles des collectivités pour définir le qui fait quoi. Ensuite, avec qui? Donc, les partenaires, c'était un peu abordé dans la plénière. Pour moi, la question des eaux pluviales trouve une partie de ses freins dans les équipes j'ai bien dit une partie de ses freins dans les équipes de maîtrise d'œuvre, où en fait les honoraires et leur répartition sont un problème. Les réseaux classiques chiffrent bien plus rapidement que la végétation et sont plus faciles à mettre en œuvre. Vous trouverez donc moins d'alliés pour convaincre les élus qui s'inquiéteront des éventuels moustiques dus à la gestion alternative de l'eau. Le propre est bien imprégné dans notre éducation, mais un ingénieur en hydraulique bien convaincu et un paysagiste doivent pouvoir contrebalancer les habitudes et les réflexes de construction de la ville. Alors, je vais juste élargir puisqu'en fait, ce produit, Christophe, est-ce qu'il est avec nous ou pas? Est-ce qu'il peut Oui, parler? je le vois. Bonjour, vous m'entendez? Ah, super. Voilà, merci. Alors, je finis juste et je te passe la main, Christophe, à ce moment-là. Puisque Christophe va élargir, là, vous voyez, c'est un process qu'on a imaginé pour essayer de résoudre le problème, je dirais, ponctuel de l'eau pluviale dans des milieux très urbains où on n'a pas beaucoup d'espace. Mais ce n'est pas la seule et unique solution, en fait. La combinaison de plusieurs méthodes permettent d'avancer sur ces sujets-là. Et donc, sur le territoire de l'agglo d'Épernay, je vous invite à visiter ce qui est caché derrière la bouteille de champagne et son splendide paysage viticole, puisqu'en fait, en plus des viticulteurs, il y a différents types et sites de gestion des eaux pluviales avec des façons de faire très différentes les unes des autres. Donc, on a été pendant toutes ces années dans l'expérimentation des outils à notre disposition. Merci beaucoup, Benoît. Alors, Christophe, il nous reste 10 minutes, donc il va falloir être rapide. Ça va aller. Donc, du coup, on va reprendre depuis le début. On va effectivement élargir un petit peu. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter rapidement les différentes solutions que propose Frankish en matière de gestion intégrée des eaux pluviales? Alors, je vais reprendre la présentation depuis le début. Voilà. Donc, juste voilà. si vous pouvez, un panorama de vos solutions. Bonjour déjà pour ceux où j'étais un peu en retard. Désolé des problèmes de connexion. Les solutions à Frankish, effectivement, elles sont diverses et variées. On va en faire un panorama rapide à travers un projet global. Il s'agit effectivement d'une déchetterie à revalorisation de déchets où il y avait un gros enjeu de respect environnemental sur l'ensemble du site. L'autre impact de cet enjeu, c'était le zéro rejet en termes de gestion des eaux pluviales, c'est-à-dire la gestion complète sur le site par infiltration des eaux pluviales, avec des problématiques liées au sol qui n'étaient pas particulièrement performants pour l'infiltration, mais l'infiltration restait malgré tout possible. L'enjeu aussi, c'était de minimiser les impacts d'infrastructures
notamment, et de favoriser la récolte et le traitement des épées au plus près de là où elles tombent. Sur les différentes zones, Florence, la slide suivante, donc on a traité par zone et le site en fonction des problématiques que l'on avait. La première zone, c'est les zones 1 et 2, ont été traitées de manière comme avec les bacs plantés et la combinaison bac planté et structure sol. C'est ce qu'a présenté Benoît juste avant, pardon. Donc là, on a favorisé une gestion des polluants liés au ruissellement pour la récupération des petites pluies, les pluies chroniques, hein, qui ramassent tous les polluants de surface, hein, les particules fines, hein, MES, hydrocarbures, les métaux lourds, les isoler dans le bac, comme a présenté Benoît juste avant. Et puis, une gestion aussi des pluies événementielles, avec une solution sol sous les noues, sous les bacs et une partie sous la voirie, parce qu'on avait besoin de s'étaler au niveau du volume pour pouvoir favoriser l'infiltration. Voilà un concept des zones 1 et 2. Sur la zone 3, donc là, on est dans le cœur de la déchetterie, la zone active avec un sol 100% imperméabilisé, bien sûr, alors avec une récolte et une gestion des eaux pluviales avec une dépollution préalable. Donc là, la mise en place de 2 techniques de dépollution. Sedipipe, c'est un traitement par sédimentation. Sedipipe, c'est un produit certifié CSTB. Et le deuxième outil, c'est une gestion par système hydrovortex, le Storm Protect 2V, qui permet d'avoir une gestion de gros débits et un abattement notamment des particules importantes. L'ensemble de ces eaux pluviales ont été rejetées dans des unités de stockage réalisé avec le Megapipe. Donc, c'est un tube qui est à notre gamme, c'est un tube gros diamètre avec une âme renforcée qui permet d'avoir une visite de l'ouvrage, hein, parce que là, on va être sur des diamètres 2000, 2200, et avoir une visite complète de l'ouvrage. Pourquoi ce choix il a été fait plutôt qu'un système sol? C'est aussi parce que le bassin, il a une double destination. Il a aussi une destination d'eau de confinement en cas d'incendie sur la déchetterie ou sur le bâtiment pour pouvoir isoler les eaux en cas d'incendie et après récupérer les déchets. C'est un système vraiment très adapté à ça, puisque incorrodable, très résistant aux agressions chimiques et dans lequel on peut facilement récupérer les déchets. Sur la zone 4, donc là, on avait une problématique qui était liée au bâtiment entièrement. Donc là, les autres toitures de bâtiments étaient dirigées principalement vers un bassin à ciel ouvert, hein, situé juste en dessous de la zone de parking qu'on a vue en zone 1 et 2, enfin en zone 2 exactement. Une partie de ces eaux était destinée à alimenter une aire de lavage et une récupération des eaux à usage sanitaire. Et là, on a on a proposé une mise en place d'un système de bâche à eau que l'on a combiné avec une structure sol qui nous permettait d'avoir une emprise foncière limitée et puis après un système de pompage adapté qui permet d'alimenter. Voilà sur l'ensemble un peu des zones, comment elles ont été traitées. Si on fait un zoom pour rebondir sur ce qu'a présenté Benoît et la solution qui a été donc privilégiée pour le traitement parking haute voirie sur une solution sans tuyau, c'était effectivement la première problématique, c'était traiter les pluies chroniques. Hein. 80% des pluies, c'est des petites pluies. Limiter les ruissellements et gérer l'eau là où elle tombe, ça c'était aussi un des enjeux. Donc on a joué sur les pentes, pareil, sur le même procédé, et alimenter le bac pour pouvoir isoler les polluants.
Ça aussi, c'était une des problématiques, diminuer l'écoute. Donc là, le fait de passer en structure sans tuyau, ben, ça nous permet de limiter les coûts d'infrastructure. Voilà. Donc ça, c'était un point assez bénéfique. Récupérer, isoler les polluants. Ça aussi, c'était le principe du bac. Il est particulièrement adapté au milieu urbain ou ville. Pourquoi? Parce que on concentre les polluants sur une faible surface et on permet de les récupérer. Donc ça, c'est intéressant dans ce domaine-là. Il est évident que si on est en milieu, dirais-je, plutôt rural, l'intérêt est plus limité et un fossé peut très bien faire l'affaire. L'autre problématique, c'était aussi, on le voit, c'était gérer les pluies importantes, donner du temps à l'eau de pénétrer dans le sol. On n'avait pas une infiltration particulièrement performante. Et c'est donc la combinaison d'un système de stockage SAUL, avec les caissons chez nous Régofil Inspect en l'occurrence, qui nous a permis de gérer les gros volumes, de les stocker, de permettre d'attendre, dirais-je, de donner du temps à l'eau de s'infiltrer. Bon, ça, c'est important. Le bac, lui, sur la partie du dessus, il va isoler les polluants de surface, les macrodéchets, il va faire un peu un office de filtre, et les pluies excédentaires sont gérées par surverse en prenant soin de ne pas disperser les polluants. La structure SAUL, c'est intéressant à la fois en mise en œuvre, où on en voit donc les bénéfices, on peut tirer les dimensionnements, les bénéfices de ce système-là. Le système SAUL est intéressant parce que c'est facile à utiliser, c'est simple, et surtout, c'est un indice de vie très performant qui nous permet de limiter les coûts d'infrastructure. Certes, ça a un coût, mais pas si élevé que ça, les coûts, et on arrive maintenant à avoir une bonne maîtrise du sujet, et on sait que, globalement, on peut avoir un fourni posé installé à moins de 300 € du mètre cube, ce qui est quand même relativement performant, surtout quand on n'a pas de place et qu'on ne peut pas faire de la gestion aérienne, comme c'était le cas ici. L'autre aspect intéressant du système, c'est effectivement qu'on donne un libre cours, dirais-je, à l'aménagement paysager en partie, sur la partie de surface. En stockant dessous, eh bien, on peut aménager le dessus, on peut faire des zones plus plates, des fossés moins creux, plus faciles à entretenir, et puis plus sécurisant aussi, parce que là aussi, je le dis, en milieu vraiment vide ou en milieu urbain, on a l'aspect sécuritaire des personnes à assurer, et là, on peut avoir des zones plutôt plates et qui nous permet d'avoir une bonne sécurité. Et puis, la récupération des coûts par une récupération des eaux de ruissellement sans tuyau, ça, c'est un vrai bénéfice, pas d'infrastructure. On peut même envisager sur du réaménagement urbain, de la déconnexion, et par là même donc de soulager le réseau si on réaménage une voirie. On déconnecte la voirie du réseau d'eau pluviale existant et on l'oriente vers les noues paysagères d'infiltration. Voilà, l'autre avantage, tout le monde le dit, c'est qu'on crée des îlots de fraîcheur et puis une harmonie dans la ville qui est quand même plus à même de répondre à ce que l'on attend maintenant d'un milieu urbain. Voilà. Ok, merci beaucoup Christophe, on est bien dans les temps. Il nous reste 15 minutes pour échanger pour échanger tous ensemble. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit sur la plateforme. Et comme ça, voilà, on ouvre un temps un petit peu de débat. Si vous avez des choses
des incompréhensions ou des commentaires par rapport à ce que viennent de dire Benoît et Christophe, n'hésitez pas. En attendant, je vais peut-être vous poser une petite question pour savoir quels sont en fait les types de polluants qui sont gérés et qui sont pris en compte par la solution et par votre outil de dimensionnement, Christophe. Alors, les pollutions qui sont prises en compte, ce sont celles que l'on retrouve sur les pollutions de surface, au niveau des voiries. On va retrouver des huiles, des hydrocarbures, mais aussi des MES et des métaux lourds issus de la voirie. On va avoir aussi des micro-particules de pneus, de pneumatiques, par exemple. Benoît, je vais revenir vers toi. Tu avais fait l'analyse vous aviez fait une analyse avec l'agglo d'Épernay sur... C'est le promoteur du centre commercial qui a travaillé avec les paysagistes de l'Aube, qui a fait des analyses sur les eaux qui ressortaient en fait donc de Big Green. Le promoteur, c'est Fray. Et donc effectivement, la surface plantée donc qui est similaire au caisson. On a des abattements, on a des chiffres assez intéressants entre des chiffres d'abattement entre l'eau qui arrive dans le bassin, donc avant qu'elle entre dans le bassin, qu'elle ressorte du bassin, quand elle arrive dans la noue et au moment où elle arrive dans les caissons d'infiltration. Et en fait, les abattements que Christophe évoquait sont assez importants. Alors, ça dépend toujours de la surface récupérée, de la surface aussi du bassin. Alors, je veux quand même préciser une chose. Je ne suis pas en train de vous vendre de la soupe parce que les plantes, ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le discours, ne vont capter que ce qu'elles vont consommer par photosynthèse et utilisation de la matière organique. Donc, les polluants, ils restent, les flottants sont bloqués tout ou partie par les feuilles de la végétation. Et aussi, on a une grosse décantation qui se fait dans la terre de ces bassins. Et les hydrocarbures aussi restent… le fait en fait de garder de l'eau dans les bassins est fondamental. S'il n'y a pas d'eau dans le bassin, on perd une efficacité en décantation, on perd une efficacité sur les flottants. Et c'est vraiment la combinaison avec le bassin en eau et le bassin de végétation qui permet d'avoir un abattement des polluants. C'est-à-dire que les polluants restent dans les sols. Ce que je disais dans le discours tout à l'heure, on concentre la pollution. C'est-à-dire que le pollueur assume sa pollution. Ok. Alors, merci beaucoup. On a 2 questions sur l'entretien de ces dispositifs. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'entretien, à quelle fréquence et quelle est la durée de vie de ces dispositifs? Alors, sur l'entretien, donc moi, au niveau de l'agglo, je suis aussi gestionnaire de zones d'activité et de noues et de fossés et de bassins. Sur ma casquette, moins projeteur, mais plutôt gestionnaire. Alors, l'entretien, je vais vous faire une réponse de Normand. Si demain, vous mettez ce type de process, donc les bassins, dans une zone d'activité qui est en construction, inévitablement, le caisson de décantation va être énormément sollicité en phase travaux. Là, le premier endroit où on l'a testé, c'est à Ouari, dans un lotissement qui a une vingtaine d'années. Donc, l'idée, c'était de déconnecter une partie du réseau existant, en tout cas de réduire le renvoi au réseau, de renvoyer des eaux de meilleure qualité au réseau. Là, je constate depuis 6 mois qu'on a des fines, donc des tout petits sables, des fines de pneus, et c'est l'évaluation de l'entretien est très difficile et pas évident. En tout cas, le moment où il faudra retirer les matériaux qui sont arrivés en décantation est un point d'interrogation. Après, sur les plantes, les 2 espèces de plantes qu'on va utiliser, c'est très, très simple. Il n'y a pas grand-chose à faire, pas plus qu'un entretien d'espace vert classique. Et par contre, c'est sûr que les mégots qui vont tomber qui vont être jetés sur les trottoirs ou sur la route, on va les retrouver en flottant dans nos bassins de décantation. Donc, ça dépend du nombre de fumeurs et de leur façon de fonctionner. Très bien. Merci Benoît. Alors, on a une question de Laurent Melchior qui demande si, en milieu urbain, in fine, on peut se concentrer sur des solutions de dépollution que pour des pluies chroniques
Mais qu'en est-il des pluies exceptionnelles ou événementielles? La dépollution, en fait, c'est ce que je disais à un moment donné dans le texte, c'est que, alors ça, c'est l'Agence de l'eau qui l'écrit dans son dernier, dans un de ses derniers bilans. C'est le début de la pluie qui est fondamental, en fait. Le début de la pluie, c'est celui-là qu'il faut capter. Et ces bassins-là servent vraiment à stocker le nettoyage de la chaussée ou des trottoirs pendant le démarrage en début de pluie. Une fois qu'on est passé sur des pluies bien plus colossales, donc événementielles, il est clair que la pollution et la décantation s'est faite dans les bassins. Mais une fois que le bassin est en charge, le principe, c'est que le réseau d'eau pluviale existant puisse fonctionner. C'est-à-dire que ça, c'est spécifique aux bassins versants et aux typologies de réseaux qu'il y a dans les communes, et si les réseaux sont actuellement suffisants ou s'ils sont insuffisants. Il y a quand je disais, on se pose la question en tout début d'opération, c'est qu'il y a des communes dans lesquelles on ne va pas investir sur cette typologie de process parce que le réseau sait faire le job. Mais il y a d'autres communes où l'agglo va investir énormément parce que ça fait faire des grosses économies sur les infrastructures de collecte des eaux pluviales. Donc, je dirais, c'est pour ça que je parlais d'une équipe pluridisciplinaire. Il faut vraiment qu'il y ait un hydraulicien qui soit dans la musique dès le démarrage pour bien avoir les questions ponctuelles, mais pas se dire tiens, j'ai la bonne idée, ponctuellement sur la place, on va récupérer des eaux pluviales et faire des investissements importants si ça sert absolument à rien à l'échelle du bassin versant ou globalement. Ok. Alors, on a aussi une question sur la désimperméabilisation. Sylvie Boutre qui nous demande s'il y a eu désimperméabilisation pour mettre en œuvre certaines techniques de gestion par la nature. Concrètement, ce bassin-là, si vous avez un trottoir de 3 mètres et un fil d'eau qui passe à côté, vous réduisez votre trottoir à 2 mètres, vous mettez le bassin à contre de la bordure et immédiatement, vous avez réduit la surface d'imperméabilisation et vous avez surtout augmenté la surface de végétalisation. Mais ça va dépendre vraiment. C'est là où le paysagiste en fait arrive à démêler des moutons à 5 pattes parce que c'est sa façon de penser. Le paysagiste dans l'équipe pluridisciplinaire. Donc moi, je travaille systématiquement en interne à l'agglo avec mon BE VRD et le BE eau assainissement. Donc on est une équipe intégrée. Donc, on se pose les questions assez rapidement. Mais ce qui fait qu'il y a certaines situations où on n'a pas toujours la réponse immédiatement sur comment on désimperméabilise les sols. D'accord. Ok. On a également une question sur les supports de sédimentation et pareil, sur des questions d'entretien. Donc, Blanche Sauvestre qui nous demande, en ce qui concerne les solutions Storm Protect et Megapipe, il semble que les pollutions sont captées par les supports de sédimentation. Donc, comment nettoyer ces supports et que faire des pollutions qu'on récupère? Il est écrit qu'ils sont entièrement nettoyables, mais à nouveau, que faire des matières polluantes qui sont évacuées? Je vais répondre. Les matières polluantes, effectivement, elles doivent être récupérées, isolées, passées en centre de traitement liées à ces polluants. Et hors de question de les relarguer effectivement dans la nature. Donc là, on retombe sur des zones et des centres de traitement spécifiques. C'est essentiellement sur Sedipipe et Hydrovortex, des polluants qu'on va récupérer sous forme de boue, puisque les métaux lourds sont fixés sur les MES, et donc c'est ce que nous, on va capter, la masse en suspension sur lequel on a le polluant qui est fixé. Donc, on va récupérer des boues qui vont partir après en centre de retraitement. D'accord. Benoît, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point? C'est bien le sujet. C'est un point, même sur les questions de récupération des eaux pluviales. La terre, inévitablement, est chargée puisqu'on concentre un peu plus. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que le traitement et le confinement quand on exporte ces matériaux. Après,
La question, c'est l'évaluation du taux de pollution dans les terres et ou dans les systèmes racinaires des plantes quand on les sort. Et ça reboucle avec la question de qu'est-ce qu'on récupère et en fonction des typologies des lieux. C'est sûr, dans un lotissement, on n'aura pas la même configuration que dans une zone ultra-urbaine où on a énormément de circulation, des huiles et des pneus. Alors, on a une remarque de Jean-Jacques Hérin qui, justement, souligne que le sol permet la dépollution des polluants organiques grâce au temps. Et évidemment, on n'a pas ça dans les solutions tuyaux qui ont des temps de séjour très courts, au maximum quelques heures. Donc, voilà. Ça, je suis d'accord. C'est la seule chose que les bassins végétalisés arrivent à dépolluer. C'est-à-dire que tout ce qui va être matière organique, les végétaux vont faire le job. Mais c'est pour ça qu'on avait imaginé cette option-là dans certaines configurations au niveau de l'agglo. Très bien. En fait, il ne faut pas opposer les systèmes, il faut les combiner. Finalement, la question, c'est un peu ça la conclusion. Ce qui est un truc à retenir, c'est de se dire qu'il faut combiner, quand on est dans des villes qui ont surpassé leur technicité et inventé des villes qui fonctionnent mal ou pas, il faut accepter en fait que la nature et la technique soient deux outils à combiner et pas les opposer l'un à l'autre. C'est-à-dire que dans un village tranquille de ma communauté, je ne vais pas arriver avec des systèmes techniques ultra sophistiqués, mais par contre, en pleine ville, en milieu urbain, ça a du sens de combiner tout le monde. Très bien.